Leaders Masterclass est un lieu d'échange et de partage. Notre objectif ? Vous aider à mieux connaître les leaders et leurs histoires. Découvrir leurs engagements et la manière dont ils les concrétisent au sein d'entreprises qu'ils ont créées ou rejointes. Quelles histoires personnelles les ont amenés à défendre certains sujets plus que d'autres ? Comment ont-ils concrétisé leurs croyances dans le monde professionnel ? Vous le découvrirez dans le podcast Leaders Masterclass. Bonne écoute ! À l'occasion de cet épisode de rentrée, nous nous retrouvons pour parler de cybersécurité. Comment sensibiliser les entreprises au sujet des cyberattaques, notamment dans le cadre de la généralisation du télétravail ? Quelles sont les bonnes pratiques pour responsabiliser les collaborateurs à ce sujet ? Et enfin, comment accompagner les petites entreprises de manière pertinente sur cette thématique si importante ? Des questions auxquelles nous avons répondu en compagnie des leaders de Generali et de Manpower afin d'écouter leurs expériences et leurs recommandations. Bon épisode ! Je voudrais revenir sur le télétravail et la cybersécurité. Est-ce que vous pensez que pour des professionnels, collaborateurs en télétravail, il faille les assurer justement ou les sensibiliser plus à ces questions de cyberattaques ? Alors, les assurer sûrement. Franchement, en particulier le Covid, mais ça a fait casser des règles de sécurité absolument incroyables dans les entreprises. Pour, en réalité, au bout du compte, j'ai un risque qui s'est démontré, qui est démontré comme étant très faible. En particulier, nous, on avait un certain nombre de nos clients, parce qu'on a une de nos filiales du groupe qui s'appelle Experis et qui supporte en particulier les environnements utilisateurs d'un certain nombre de nos clients, et en particulier les clients banque ou assurance. Donc jusqu'à ce moment-là, on me disait, non, mais alors là, les collaborateurs, la majorité des collaborateurs, par exemple d'agences bancaires, mais c'est hors de question qu'ils puissent travailler depuis chez eux. Bon. En 48 heures, ils ont tous bossé depuis chez eux. Donc, et finalement, quand vous êtes une banque, que maintenant, je pense que 90% des transactions se font donc au travers d'Internet, que vos collaborateurs soient à distance ou pas, est-ce que vous augmentez votre risque ? L'expérience a montré que non. Donc, alors sans doute qu'il y a les systèmes qui permettent de protéger l'accès au réseau sur tous ces sujets-là. Donc quelque part, et moi je le voyais, on pouvait le voir aussi potentiellement un peu chez nous, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, en tout cas, c'était pas là qu'était la vulnérabilité. Les vulnérabilités, elles étaient ailleurs, mais elles n'étaient pas là. Donc tout ça a fait que, bien sûr, les entreprises ont continué à investir, parce que ça se fait au même moment où, ce qu'on a évoqué, où on a tous beaucoup investi sur la cyber, mais pas lié à cet aspect télétravail, et qu'aujourd'hui, je ne vois pas d'entreprise qui m'évoque le fait que le fait d'avoir des collaborateurs en télétravail est une augmentation du risque. Et de toute façon, c'est devenu un fait. De la même façon que vous accédez à vos comptes bancaires au travers de votre application mobile ou éventuellement de votre PC. Donc, voilà, c'est devenu quelque part presque un non-événement. Alors, qu'il faille faire attention, j'ai bien évidemment les sujets de phishing, c'est clair que... Mais ceci, on a vécu exactement la même chose, parce que ce télétravail pousse les entreprises à ce qu'aujourd'hui, on n'ait quasiment plus que des PC portables. Donc ça, c'est une autre vulnérabilité, parce que vous avez des gens qui les perdent, qui se les font dérober, qui se les font voler. Et là, vous pouvez avoir un problème, parce que quelqu'un qui a accès, qui peut éventuellement craquer les codes de votre PC et d'avoir accès au système. Donc là, c'est aussi encore une question de process, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de désactiver ces systèmes pour qu'ils ne puissent pas avoir accès. Lorsque je pense au télétravail, je pense surtout aux espaces ouverts, coworking, où vous avez, par exemple, on parlait de l'Europe du Sud, où les jeunes se retrouvent dans des espaces où ils travaillent ensemble. C'est-à-dire, vous avez maintenant des lieux dédiés partagés par plusieurs collaborateurs de plusieurs entreprises. C'est à ça aussi que je fais allusion. Est-ce que du coup, les risques ne sont pas plus non, poussés, moi, je pense pas. Je pense que le coworking, la communication, les échanges, c'est une très bonne chose.
Et le problème ne vient pas de là. Le problème, effectivement, il vient des process et des règles de sécurité telles qu'elles doivent être appliquées. Encore une anecdote. Effectivement, on s'était posé de questions de savoir est-ce que le fait d'être en télétravail, le fait d'être à distance augmente les problèmes. Nous, on s'est rendu compte que, en faisant notre auto-diagnostic de sécurité il y a plusieurs années, qu'un des risques principaux, c'était que quelqu'un bien équipé se mette à la sortie du RER ou à l'entrée de l'entreprise, quand les gens arrivent au travail, et avec une capacité à se brancher, à hacker ou le Wi-Fi ou les échanges entre les collaborateurs à partir de leur smartphone, etc., puissent récupérer des mots de passe, etc. Tout ça parce qu'il y a un grand nombre de collaborateurs qui arrivent au même moment pour travailler au même endroit, qui ont tous besoin de leur mot de passe, qui ont tous besoin d'avoir ça facile d'accès sur leur smartphone. Et donc, le risque, il était là notamment. Et quelqu'un qui voulait rentrer clandestinement dans les systèmes de l'entreprise, c'était beaucoup plus facile d'aller chercher de la donnée en se mettant à la porte de la boîte ou à la sortie du RER plutôt que de se poser la question du télétravail. Donc ceci pour dire, et il y a plein d'autres exemples, que c'est pas tellement ça qui crée le problème. Non, comme on l'a dit tous les deux depuis tout à l'heure, c'est le respect des règles, les process, la capacité ensuite des systèmes à activer, désactiver les choses en fonction des configurations. Ne pas afficher son mot de passe sur un sticker sur l'ordinateur. Voilà, ça c'est mieux aussi. Et puis ça m'amène aussi, il y a cybersécurité et il y a sécurité. Moi, je suis surpris, dans les avions, dans les trains, franchement, il y a des gens qui sont devant vous, à côté de vous, et ils peuvent être dans des industries de défense, ils n'ont aucun scrupule à vous montrer, et franchement, il ne faut pas être très lourd pour voir tout ce qui se passe. Donc, ces aspects-là sont parce qu'on a toutes nos informations sur nos PC, sur nos smartphones. Il faut aussi qu'on sensibilise dans le même temps donc à la gestion de la sécurité et bien informer, parce que vous dites dans des espaces ouverts, ça peut être aussi la même chose, parce que si vous êtes avec plein de gens de sociétés différentes, comment vous faites en sorte d'être dans un environnement où les autres ne peuvent pas voir ce qui se passe, parce que là, c'est le plus simple. Vous avez même pas... il y a un certain nombre d'informations qui peuvent être des informations confidentielles, et vous pouvez avoir accès, et vous n'avez même pas besoin de hacker, vous avez l'information. Donc, il y a la cybersécurité, la sécurité, tout ça est quelque chose de clair. Bon, nous, on fait aussi, par exemple, un certain nombre y compris de tests d'intrusion physique dans nos locaux. Parce que vous pouvez très bien avoir un hacker, plutôt que d'être un génie, il vient à l'heure du déjeuner, il réussit à passer la sécurité, il vient, il y a un PC ouvert, il est ouvert, hop, il a directement accès au système. Donc, voilà, il faut être capable de bien lier ces sujets-là. Voilà, cybersécurité, sécurité physique, ça va quand même beaucoup ensemble. Quel est le pourcentage de vos personnels qui sont en télétravail et pour combien de temps par semaine ? Pour nous, c'est quasiment 100%, puisqu'on a fait un accord global de fonctionnement dans l'entreprise qui généralise le télétravail. Donc, bien sûr, il y a des travaux qui ne sont pas accessibles au télétravail. Je veux dire, la médecine du travail, c'est difficile de le faire à distance, ou bien l'entretien des sites. En revanche, on va dire que 100% des collaborateurs y ont accès, et le quantum de télétravail, c'est 40 ou 60% du temps, c'est-à-dire c'est 2 à 3 jours par semaine, suivant, c'est ça la moyenne. Maintenant, il peut y avoir des métiers où on fait plus de la documentation, de la réflexion, où c'est 4 jours de télétravail et puis 1 jour sur site, et des métiers où c'est exactement le contraire, où c'est 4 jours sur site et 1 jour de télétravail. La situation va durer. Oui, moi je pense qu'elle va perdurer. C'est un nouvel équilibre qui est trouvé. Il se trouve que nous, en France, on a des collaborateurs, alors je ne parle pas des commerciaux qui sont partout sur le terrain, mais qui sont concentrés à Paris, et puis aussi dans 3 ou 4 grandes métropoles, mais notamment à Paris. Vu le
le temps et l'énergie qu'il faut pour se déplacer en région parisienne, le fait d'avoir introduit le télétravail comme une donnée commune, ça permet pendant 2 ou 3 jours par semaine aux collaborateurs de gagner en confort de vie simplement parce qu'ils n'ont pas le stress du temps de transport et de l'incertitude du temps de transport lié aux aléas des transports en commun, de la RATP, aux distances, etc., etc., et au fait que la France est très très concentrée dans son mode de fonctionnement. Et donc c'est une bonne chose parce que l'équilibre est différent. Maintenant, bien sûr, il faut, et c'est là tout le travail que nous on fait en interne, hein, c'est chaque entreprise a sa philosophie sur le management, il faut resserrer les liens avec l'entreprise, puisque si le nombre de jours qu'on passe dans l'entreprise par semaine est plus faible, il faut être attentif à la qualité de ce temps passé, hein, pour que les liens avec l'entreprise ne soient pas distendus. Mais je pense que, à la limite, c'est aussi là quelque chose qui, d'un risque, on peut faire un avantage. C'est-à-dire, je vois des collaborateurs qui, quand ils viennent 2 jours ou 3 jours sur le site, ont plus de plaisir à venir, à retrouver leurs collègues, leurs managers, leur équipe. Et de ce fait, le temps passé ensemble en équipe est plus productif parce que les gens sont plus motivés. Et à l'inverse, le travail personnel où on est face à son écran, bon, si pendant 2 jours ou 3 jours, on le fait chez soi plutôt que de le faire dans l'entreprise, eh bien, il est également productif, il n'est pas affecté. Donc je pense que oui, ça va durer. Certaines de nos filiales, je suis aussi président d'Europe Assistance, qui est une de nos filiales, aux États-Unis, le télétravail est très largement généralisé dans le monde du service, très largement généralisé. Dans les bureaux, il n'y a plus personne. Et il y a des sociétés qui ont quasiment supprimé leurs implantations physiques. Donc c'est vraiment un phénomène qui s'est étendu très très vite et donc, je pense qu'il est irréversible. Maintenant, il faut inventer l'entreprise qui va avec. Alors, nous, cette semaine, nous sommes 100% en télétravail, y compris moi, parce que nous déménageons. Donc sur le siège, donc c'est 2 jours de télétravail. Alors après, nous, on a des agences, et d'ailleurs, la question de l'équité, puisque le télétravail est devenu un droit. Donc, ceux qui n'y ont pas droit, ils peuvent avoir le sentiment d'être un peu déclassés. Donc, il faut trouver d'autres moyens de motiver ces gens-là. Donc, nous, on a décidé, donc, effectivement, d'être dans un modèle plutôt 2 jours de télétravail par semaine. Et puis, on était dans une zone qui n'était pas suffisamment bien desservie par les transports. Et donc, ça a une deuxième, me semble-t-il, conséquence. C'est qu'aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs, y compris dans tout notre activité de recrutement pour le compte de nos clients, la proximité d'un hub de transport est absolument cruciale pour attirer les talents. Donc, on a décidé de se déplacer à la Défense. Alors, on était à Nanterre, pas très loin, d'essayer de se déplacer à la Défense, parce que comme on va avoir moins de monde sur site, on peut réduire donc nos espaces. Et puis, inutile de vous dire que depuis le Covid, on réussit à négocier des tarifs à la Défense qui sont assez intéressants. Et je pense que la Défense, bon, ok, alors après, chacun considère s'il s'y sent bien ou pas, mais en tout cas, en termes de hub de transport, on fait difficilement mieux. Donc voilà, donc, je crois qu'il y a ces 2 sujets. C'est le télétravail et sur certains métiers, nous, dans nos activités de recrutement, sur certains métiers, il y a des gens, et ils ont bien compris d'ailleurs que pour ne pas perdre leur temps, ils mettent ça en première ou deuxième question, qui vous demandent 4 jours de télétravail. C'est oui, c'est non, c'est pas grave, il y aura bien quelqu'un qui me les donnera. Bon. Alors après, c'est comment est-ce qu'on organise l'entreprise lorsqu'on qu'on n'a que des gens qui sont en télétravail. Alors, tu le dis, hein, très bien, aux États-Unis, de toute façon, ils sont tellement loin les uns des autres que ça fait très longtemps qu'ils opèrent comme ça. Ou sinon, nous, si on recrute qu'à Milwaukee, on n'aura peut-être pas tous les talents dont on a besoin. Et on sait bien que quelqu'un qui est à San Francisco, à New York ou à Boston, franchement, son projet de vie n'est pas obligatoirement de déménager à Milwaukee. Et je les comprends. Donc, voilà, donc ça, je pense à 2 conséquences. Voilà. Donc, c'est le télétravail, apprendre à travailler de façon différente. Et pour que les gens trouvent encore plus de plaisir à venir, c'est la proximité d'un hub de transport est beaucoup plus importante que par le passé. D'autant plus que, bien évidemment, et entre autres les jeunes générations veulent prendre les transports, ne pas venir en voiture. Il y a les désagréments plus l'impact écologique. Donc, voilà.
Voilà, nous, en tout cas, c'est ce que ça nous a amené comme décision. Et on intègre nos nouveaux locaux lundi. Du coup, on revient sur cette notion de formation. Est-ce que l'un et l'autre, vous pensez comment former? Parce que c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure des réunions de crise, comment gérer ce genre de cyberattaques. Mais je trouve personnellement qu'on ne parle pas vraiment suffisamment de ces sujets, du sujet de cyberattaques. Comment faire pour qu'on en parle plus? Comment faire pour sensibiliser plus? Comment faire pour former plus? Ça fait 3 questions comme ça alignées l'un après l'autre. Donc il y a les dirigeants d'entreprise. Donc je pense qu'il faut passer par les relais locaux, les MEDEF, les CGPME, les CCI, puisqu'on en parle quand même très majoritairement du tisseux PME-PMI. Donc il y a un travail de sensibilisation. Est-ce qu'il est suffisamment fait? Sans doute pas. Il faut sans doute donner les moyens de le faire. Ensuite, il y a les collaborateurs. Enfin, franchement, quand je vois ce que nous, on a, le e-learning, c'est un excellent outil de sensibilisation. On est capable, d'abord, donc on a des campagnes régulières de sensibilisation. Et puis je vous ai dit, quand quelqu'un se fait attraper dans une campagne de phishing, hop, il repasse par la case formation. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est comme il y en avait certains qui considéraient que c'était pas obligatoire, ils faisaient pas le e-learning. Voilà, comme ça nous a énervés, quand ils font pas le e-learning au bon moment, on leur coupe l'accès au système. Donc ils sont obligés de redemander l'accès au système et en général, dans les 24 heures, ils font leur e-learning. Donc il y a tout ce sujet-là. Et puis après, il y a les équipes dirigeantes. Et là, je crois, donc il faut travailler avec des professionnels aguerris. Et on travaille d'ailleurs avec des gens qui ont, pour la plupart, qui ont monté leur structure. Et sur de la gestion de crise, vous avez plein de gens d'ailleurs qui sont passés, qui ont été des négociateurs au RAID ou ailleurs, et qui d'ailleurs viennent vous expliquer comment est-ce qu'on gère des crises. Il ne faut pas juste travailler avec des gens qui l'ont lu dans les bouquins. Si vous avez en plus des gens qui l'ont vécu dans leur chair, je pense qu'il y a un vécu qui est plus important. Donc voilà, donc sensibilisation des dirigeants, formation des équipes. Et encore une fois, je pense que tous les outils e-learning, pour moi, on a la capacité de faire de très bonnes choses. Et ensuite, les comités de direction. Et là, il faut travailler avec des professionnels qui viennent vous aider, des gens qui viennent aussi vous faire une évaluation de vos risques pour savoir qu'est-ce que vous faites bien, qu'est-ce que vous faites pas bien. Et puis, bien évidemment, pour la mise en œuvre, vous appuyez, et puis sur le support, vous appuyez aussi sur des professionnels. Je partage à 100%, je ne saurais pas le dire mieux. Il faut faire des exercices de gestion de crise au niveau des dirigeants. Il faut parfois utiliser ce qu'on appelle maintenant la gamification, c'est-à-dire que ce soit aussi un jeu pour les collaborateurs de détecter les cas de phishing, d'être les premiers à se rendre compte, moi je me suis pas fait avoir, etc., qu'il y ait une forme d'émulation positive autour de tout ça. Et nous, en tant qu'assureurs, cette fois, vis-à-vis de nos clients PME, je pense que le fait de leur proposer un diagnostic très rapide, y compris sous forme et un de nos partenaires propose ça, un diagnostic très rapide dans leur système qui, en quelques heures, va leur rendre un rapport au patron de la PME en disant vous avez tel niveau de vulnérabilité, vous avez tel point et tel point qui ne sont pas à jour dans les versions de vos Microsoft ou de vos applications, etc. Et de ce fait, vous êtes 2 fois, 3 fois plus, 4 fois plus vulnérable que quelqu'un qui est parfaitement à jour. Ça aussi, c'est un déclencheur. Et derrière, ça engendre les actions de sensibilisation, de formation, etc. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait un déclic, quoi. Et parfois, le fait de mettre en évidence, avec très peu de temps d'analyse, le fait qu'il y a un risque réel, c'est quelque chose qui vient frapper les esprits. Et pour revenir sur l'exemple des gens aguerris, c'est vrai que certaines sociétés qui proposent ça pour les dirigeants ont une capacité vraiment à, entre guillemets, à faire peur. C'est-à-dire, avec très peu d'informations, à vous dire, voilà ce qu'on a trouvé, on vous met dans une enveloppe votre mot de passe que vous avez changé hier soir, est-ce que c'est bien le vôtre ? Ah ben oui, c'est bien le mien. Ah, vous voyez qu'il y a un problème quand même, parce que nous, on l'a trouvé juste en faisant une manip. Voilà. Donc il y a aussi des choses qui frappent, frapper les esprits. Je vais peut-être réagir, vous voulez Christine, tu veux peut-être poser une question ?
Donc, je suis gérante d'une PME et je disais que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations qui arrivent à nous justement pour se protéger par rapport à ça. Alors, je sais pas, on parlait d'actions de prévention via les assurances, la CCI aussi qui fait des formations, etc. Mais ça arrive pas jusqu'à nous. Donc, je sais pas, est-ce que vous, en tant qu'assureur, vous faites vraiment spécifiquement des actions d'e-learning à la fois pour les dirigeants, les salariés? Absolument. On a, nous, une offre qui s'appelle Generali Protection Numérique, GPN, qui inclut une sensibilisation du chef d'entreprise, la remise d'un set d'informations, un diagnostic des systèmes de l'entreprise et ensuite une proposition de déploiement de systèmes de prévention. Donc il y a tout un pack qui commence avec la sensibilisation et donner des informations et ensuite propose toute une série de choses, y compris la mise à disposition de e-learning, y compris les séances de formation des collaborateurs, etc. Donc c'est un service qu'on a appelé GPN, Generali Protection Numérique, et qui est diffusé par nos agents généraux et nos courtiers partenaires. Donc c'est vrai que ça c'est bien pour la partie formation, mais après il y aura toujours aussi la partie recherche de fournisseurs pour des petites structures avec des coûts souvent importants. Déjà, trouver le fournisseur, parler le même langage que lui, parce que c'est un langage qui nous est quand même assez éloigné quand on est dirigeant de PME. Et voilà, donc il y a toute cette partie-là aussi, ce lien que je trouve qu'on sent pas et qui arrive pas jusqu'à nous. Non, mais c'est sans doute qu'il faut aussi, sans doute que les pouvoirs publics mettent encore plus de moyens sur ce sujet. Alors bien évidemment, on est dans un monde qui fait déjà suffisamment peur. Alors on n'a pas envie d'en rajouter, et c'est vrai que d'ailleurs si vous voulez être percutant, il faut venir raconter un certain nombre d'histoires, et qui peuvent être des histoires assez dramatiques de la part des entreprises. Bon. Qui sont vécues par ces entreprises. Mais je crois qu'il faut aujourd'hui, moi je ne pourrais pousser que les pouvoirs publics à faire encore plus. Et on a des structures. On a évoqué l'ANSSI, dont c'est l'activité, dont c'est le métier. Il faut peut-être lui donner plus de moyens pour justement faire cette vulgarisation de l'ensemble de ces sujets. Peut-être aussi, et ça me semble tout à fait légitime de dire oui, mais après, vers qui je me retourne? Et peut-être, je ne sais pas si c'est certifié ou donner des noms de sociétés qui pourraient aider. Je pense que si on ne fait pas ça, on va laisser le tissu de PME extrêmement vulnérable. Et bien après, l'espoir, c'est de dire ça ne va pas tomber sur moi. Voilà, mais c'est quand même limité. Il me semble que c'est une entreprise française qui est leader, me semble-t-il, mondial en ce moment de cybersécurité, non? Il me semble... Alors, il y en a plusieurs, mais bon, Non, mais les Français sont bien sûr très compétents sur ce sujet. Alors, pas obligatoirement d'ailleurs sur le domaine du logiciel. Parce que le logiciel, on a évoqué les Israéliens, qui d'ailleurs se font toujours racheter par les Américains. Et donc, les entreprises qui... aujourd'hui, proposent les solutions technologiques sont majoritairement des sociétés américaines. Mais c'est vrai qu'on a, que ce soit au travers de Orange, de Airbus Cyberdéfense, de Thales, des entreprises très très compétentes sur ces sujets-là. Alors sans doute plus capables d'aider les grandes entreprises que d'aider les PME. Mais il y a tout un tissu, et moi j'en connais un certain nombre, de PME, de petites entreprises, et je pense qu'en général c'est toujours bien que des entreprises de taille moyenne parlent à des entreprises de taille moyenne. Elles ont la capacité à mieux se comprendre. Elles ont souvent aussi des coûts qui sont plus cohérents que ce que peuvent être des grandes entreprises. Et voilà, donc je pense que c'est ça qu'il faut développer, et sur lesquels je pense qu'il faut que les pouvoirs publics mettent les moyens. Et les moyens, la taille du budget de l'État, hein, ça va pas les corner. Je pense que, justement, on va emprunter 285 milliards. Je pense que c'est pas parce qu'on va mettre un peu plus sur la cybersécurité que sur le climat. On va exploser ces chiffres-là. Pierre, tu voulais réagir ou avant de demander à nos leaders de conclure, peut-être sur... Je pense qu'on a bien couvert les différentes dimensions. Je ne suis pas sûr que je ressorte avec une solution que je vais pouvoir mettre en œuvre tout de suite, mais... je crois que la sensibilisation est en train de faire son chemin. Je pense qu'il faut utiliser les moyens de communication classiques, c'est-à-dire les médias classiques, et
les moyens moins classiques, c'est-à-dire les réseaux sociaux, pour sensibiliser les gens. Alors, c'est un métier que je ne connais pas, mais pour lequel il y a beaucoup de spécialistes qui sont capables de le faire. Je vois sur un certain nombre de points des résultats obtenus par des campagnes de ce type. Et donc, vous allez, messieurs les présidents, devenir youtubeurs. Merci pour cette réaction. Pour conclure, Alain, président, qu'est-ce que vous pouvez dire au-delà de tout ce qu'on vient de... Je pense qu'on a fait le tour. Il reste toujours peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, sur lequel vous avez envie de peut-être d'insister. Écoutez, on s'adresse à des leaders. Donc moi, le message, c'est soyez curieux sur ces sujets. N'en confiez pas 100% à vos équipes informatiques ou vos équipes sécurité. C'est un des premiers enjeux, me semble-t-il, de l'entreprise. Donc, moi, je ne peux engager les leaders qu'à être curieux ce sujet-là, essayer de comprendre, se le faire expliquer et avoir le sentiment que la stratégie qui est mise dans leur entreprise est bien en ligne avec ce qu'est leurs enjeux. Et pas juste dire « non, mais j'ai de super équipes, ça marche ». Non, je crois que ça marche bien dans les entreprises. Et les entreprises sont bien couvertes lorsque ce sont les leaders qui considèrent que ce sont les premiers responsables de la mise en place de leur stratégie de cybersécurité et de sécurité. Donc, soyez curieux et emparez-vous du sujet. Président Jean-Laurent, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je vais faire un parallèle entre les obligations qui reposent sur les entreprises dans le monde de la durabilité et la cybersécurité. 98% des entreprises en Europe sont des TPE-PME en nombre. Donc c'est le tissu sur lequel il faut vraiment agir quand on veut transformer une problématique de société. Et donc je fais le parallèle. D'un côté, il y a les enjeux du climat, de la durabilité, etc. C'est pas un sujet qui est que pour les grandes entreprises. Ça concerne aussi les TPE-PME. C'est pour ça que chez Generali, on a créé un prix qui s'appelle le prix Enterprise, qui est au niveau européen, donc, dans chaque pays d'Europe et au niveau européen, pour mettre en évidence, valoriser des PME qui ont une véritable démarche ESG, une véritable démarche sur la durabilité, parce qu'elles doivent donner l'exemple aux autres et donner envie aux autres de faire. Et donc, ces entreprises qui sont concernées par la durabilité sont aussi concernées par la cybersécurité. Et donc, il faut qu'on ne ménage pas nos efforts en termes de communication, comme disait Pierre, en termes d'utilisation des réseaux sociaux, des médias, pour faire passer ces messages-là, sensibiliser et faire en sorte que ce soit un sujet dont s'emparent les chefs d'entreprise, parce que ça protège leur outil de travail, ça peut mettre en jeu la vie de leur entreprise, ça peut mettre en jeu l'emploi de leurs collaborateurs et la continuité du service qu'ils doivent à leurs clients. Et donc, c'est clé. Voilà, ces deux sujets, la durabilité et le cyber, sont clés. Et en priorité, 98% des entreprises européennes qui sont des TPE-PME doivent s'en emparer. Donc, à nous qui sommes dans des plus grands groupes, de contribuer à faire passer le message. Merci pour cet échange. Merci à tous les deux. N'hésitez pas à venir découvrir nos masterclass afin de poursuivre l'échange avec les leaders qui interviendront dans les prochains épisodes. Pour cela, retrouvez toutes les informations directement sur notre site web www.leadersmasterclass.fr. À bientôt, en espérant vous retrouver pour un prochain épisode.